Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen pour un débat consacré au rapport entre l'Union européenne et la Chine. Alors, longtemps considérée comme un partenaire stratégique, aidant les Européens à produire et à acheter à bas prix, la Chine est désormais traitée comme un rival systémique. L'épisode du Covid nous a enjoint à diminuer notre dépendance à l'égard de ce pays et la guerre en Ukraine a confirmé qu'elle n'était pas, cette Chine, un allié de l'Union européenne dans la condamnation de la Russie. Alors le 12 juin, la Commission européenne a annoncé que les droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois dans l'Union européenne seraient augmentés. Après 9 mois d'enquête, Bruxelles estime que la Chine fausse la concurrence par des aides d'État et en rétorsion, Pékin ouvre une grande enquête anticoncurrentielle sur la viande de porc. Alors nos relations avec la Chine sont-elles en phase de refroidissement? Je pose la question aujourd'hui à nos deux invités. Charles Goerens, bonjour, membre du Parti démocratique luxembourgeois. Vous siégez dans les rangs du groupe Renew au Parlement. Et avec nous aussi Marco Campomenosi, bonjour, membre du Parti de la Ligue en Italie, siégeant au groupe ID, Identité Démocratie au Parlement. J'ai envie de vous demander, Monsieur Goerens, ces droits de douane supplémentaires que devront payer les Chinois en important leurs véhicules électriques de 17 à 38% selon les différents producteurs qui viennent s'ajouter à un petit taux actuel de 10%. Pourquoi faire? Pourquoi justement ces droits de douane augmentés? Cette décision avait été annoncée par Mme von der Leyen lors de son état sur l'Union l'année dernière. Il y a un réel problème au niveau d'un traitement équitable concernant le commerce international. La Chine, normalement, doit payer 10% d'importation, de taxes à l'importation dans l'Union européenne. Il est évident que la Chine subventionne très massivement son industrie automobile. Cela a pris son origine dans une décision stratégique il y a quelques décennies de subventionner quelques secteurs, dont le secteur de l'automobile électrique. Donc on ne devrait pas être surpris si on lit bien la stratégie chinoise. La Chine a des idées à long terme, elle a de la suite dans les idées. Donc il vaut mieux connaître la Chine dès le départ, s'apparenter avec sa stratégie, se familiariser avec sa stratégie. Mais je suis quand même surpris de voir dans quelle mesure cette politique, cette stratégie chinoise favorise son économie aux dépens, en dépit de l'existence de règles internationales, notamment en matière commerciale. Le cas présent devrait être en fait traduit devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Néanmoins, la Commission européenne conclut que les constructeurs chinois bénéficient de subventions déloyales. Ça vous intéresse forcément, un Italien, puisque c'est un secteur automobile aussi qui doit être compétitif. Des surtaxes, qu'un parti souverainiste comme le vôtre est pour toutes ces mesures? Oui, mais c'est aussi tard, parce que la Commission européenne n'a pas travaillé sur les politiques commerciales dans les dernières 5 années. On a travaillé au niveau législatif, on a eu une hyper-législation qui a créé des problèmes très forts au secteur automobile. Et maintenant, on réagit comme ça, que oui, c'est théoriquement bien, mais les guerres commerciales sont problématiques toutes les fois parce que nous exportons des produits de qualité vers la Chine. Il faut mieux travailler. Par exemple, les États-Unis, moi je ne suis pas un souteniteur de M. Biden, mais avec l'Inflation Reduction Act, ils ont travaillé sur le soutien aux familles et aux entreprises, peut-être dehors les règles de WTO, de l'OMC, mais personne ne respecte plus l'OMC à part l'Union européenne. Donc vous êtes pour des subventions nationales, européennes, que je comprenne bien? Ça, c'est une autre question aussi, parce que les subventions européennes vont terminer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai posé la question à la Commission Industrie, à la Commission Commerce international. Qu'est-ce qu'on veut faire quand les subsides publics termineront sur le secteur de la transition? Parce qu'on n'a pas créé le stimule pour le secteur privé pour avoir des investissements. On a perdu des investissements en Europe. Volkswagen, avec l'Inflation Reduction Act, est allé aux États-Unis. Ça s'est passé. Et maintenant, on va faire la guerre à la Chine.
Alors, quand on parle de guerre commerciale, effectivement, en représailles, la Chine a annoncé une enquête anti-dumping sur la viande de porc d'Europe, sachant que c'est le premier consommateur au monde avec 6 milliards de dollars de porc en 2023, la moitié en provenance de l'Espagne, du Danemark, des Pays-Bas, de la France. C'est dommageable aussi pour nous, non ? Bien entendu, c'est la raison pour laquelle il faut trouver une autre issue. Il faut avoir un autre dialogue avec la Chine. Nous ne sommes pas sans défense face à ce rival systémique. Je sais bien que la Chine, la Russie et d'autres ne jurent que par le rapport de force. L'Union européenne devrait être consciente du poids qu'elle pèse encore dans les relations sino-européennes. Nous représentons quand même une part importante avec nos contributions, notre coopération économique avec la Chine. Dans son produit intérieur brut, je crois que si je fais confiance aux chiffres de Thierry Breton, je n'ai pas de raison d'en douter, ça doit représenter quelque chose autour de 7%. C'est vital pour la Chine. Donc moi, bien entendu, je suis préoccupé par ce qui se passe en Chine et la façon dont elle se comporte par rapport au reste du monde, mais je suis encore plus préoccupé par l'absence de réaction appropriée de notre part. Nous devrions préciser notre politique industrielle, définir une stratégie susceptible de rétablir ce rapport de force, du moins aussi dans le dialogue. Il faut que la Chine soit consciente dans les relations qu'elle a avec nous, que nous pesons très lourd, que nous parlons d'une seule voix. Le seul, à ma connaissance, qui intègre dans ces discussions avec la Chine, la Commission européenne, c'était Macron, jusqu'à maintenant. Et puis d'ailleurs, la Chine se targue aussi de rencontrer les chefs d'État individuellement pour nous diviser, cela dit. Précisément, votre parti, la Ligue, M. Campomenozzi, qui je le disais, qui était souverainiste, était au pouvoir en 2019 quand vous avez signé l'Italie pour la route de la soie, ce méga-projet d'infrastructure de la Chine qui visait à diviser les Européens, précisément. Vous étiez le seul pays des G7 à le faire. 4 ans après, vous l'avez abandonné. C'était une erreur stratégique? C'était une autre période historique parce que géopolitiquement, il y a eu des autres choses. Il y a la question Indo-Pacifique, il y a la pandémie qui a créé des problèmes pour l'arrivée des marchandises. On a découvert d'être dépendant par la Chine et pas des autres pays, la Russie sur la question énergétique. On a fait des progrès dans les dernières années sur le dialogue atlantique, euro-atlantique. Ça c'est le futur parce qu'il faut protéger l'industrie, il faut être présent au niveau de la géopolitique parce que protéger les navires, être présent au niveau militaire, mais aussi avoir des accords commerciaux avec des pays avec lesquels on a des relations politiques sur les droits humains ou sur d'autres choses régulières qui ne posent pas de questions aux investisseurs. Ça, je pense que c'est le futur. Et la Commission européenne... Vous mentionnez les droits humains quand même. On a voulu se rapprocher de ce partenaire stratégique alors qu'effectivement, on sous-traitait une partie notamment de notre industrie textile, mais aussi de beaucoup de nos industries, au prix de travail forcé des Ouïghours, etc. L'Union européenne n'a pas été très regardante dans ses rapports sur la Chine, avec la Chine sur les droits humains. C'est vrai, d'ailleurs, le Parlement européen n'a cessé de le stigmatiser sans cesse. Et d'ailleurs, dans le projet d'accord sur les investissements réciproques Union européenne-Chine, cet accord est bloqué parce que, notamment, le Parlement européen avait insisté sur le fait de devoir faire respecter les droits de l'homme et les droits du travail, certaines conventions du Bureau international du travail par la Chine. Cela ne s'est pas fait. Et puis, il y a eu les sanctions, les contre-sanctions chinoises et le gel de cet accord. Néanmoins, permettez-moi de vous dire une chose qui me paraît essentielle dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Il a profondément changé par rapport aux années 90, 2000. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre logique. Et c'est encore une fois le rapport de force qui prime. Et nous devons faire en sorte que le dialogue reste quand même reste assuré dans les domaines essentiels. En matière de sécurité, en matière de climat, en matière de santé, il faut parler avec tout le monde. Alors, il ne reste plus grand-chose sur lequel on ne peut pas parler avec la Chine. Donc, encore une fois, je voudrais que l'Union européenne se donne une stature d'acteur uni, solide, parce qu'on pèse quand même encore avec ce qu'on a comme produit intérieur brut.
et qu'elle parle d'une seule voix, plutôt que de voir 27 chefs d'État et de gouvernement défiler à Pékin pour dire chacun de façon très différenciée un message qui ne peut faire que plaisir à la Chine. Alors, Monsieur Campomenozzi, vous êtes en train de réorganiser ce groupe Identité et démocratie dont vient d'être exclu le parti Alternative für Deutschland, l'AfD. Dans ses rangs, d'ailleurs, il y a un assistant parlementaire qui a été arrêté pour espionnage avec la Chine. Est-ce que vous constatez l'ingérence de cette Chine dans nos démocraties ? Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. J'ai lu sur les journaux sur ces choses-là, mais nous avons expulsé le parti Alternative für Deutschland et même eux, ils ont expulsé le député, si j'ai bien compris. C'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, il faut être clair avec les électeurs. Il faut travailler pour ne pas donner l'idée d'avoir des influences externes. Ça, c'est une chose sur laquelle on a partagé, sur laquelle on a voté avec les autres groupes politiques sur les résolutions sur les droits humains, sur le support à l'Ukraine, sur ces choses-là, pendant tous les 5 années de la législature. La chose qui a manqué, c'était la Commission européenne parce qu'on n'a pas avancé avec les accords commerciaux avec les pays de l'Amérique du Sud, on n'a pas fait le même avec l'Inde. L'Inde, c'était un pays en concurrence avec la Chine. Ça aurait pu être quelque chose de positif. Ah, vous êtes pro-accords commerciaux au groupe Identité et démocratie. Je suis très étonnée parce que certains de vos membres sont complètement contre. Non, c'est nous, comme Italiens, nous avons une ouverture sur ce sujet-là parce qu'on exporte beaucoup. La balance commerciale de l'Italie, en différence de la balance commerciale française, est positive pour le moment. Nous exportons plus que nous avons d'importation. Ça, c'est le miracle de la petite industrie italienne. Parce que quand on parle, c'est pas anodin si on parle à ce point des constructeurs de voitures électriques quand même. Les constructeurs chinois avaient déjà inondé par le passé notre marché des énergies renouvelables et c'est un secteur très important parce qu'on est en train de mettre en branle le pacte vert et la transition écologique, de panneaux solaires à prix bradés qui ont tué notre industrie naissante. Est-ce qu'ils sont en train de nous confisquer, justement, par dumping, cette transition verte, les confisquer à nos industries ? Si nous n'y prenons garde, ça risque effectivement de devenir le cas. Avec l'industrie des panneaux solaires, vous avez parfaitement raison. Il faut aujourd'hui réfléchir à la réindustrialisation de l'Europe, essayer d'avoir une concurrence non faussée. Et nous sommes les premiers, l'Union européenne est la première à avoir intérêt à la pérennisation des règles en vigueur au niveau du commerce international. Et ce commerce doit être équitable. Il ne l'est pas aujourd'hui, et pas seulement avec la Chine, parce que l'Europe est en train d'être laminée entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. Et c'est là que nous devons nous affirmer. L'Occident ne parle pas d'une seule voix, sans parler de l'Union européenne, qui elle-même aussi diffuse divers messages. Vous venez justement de dire que l'Italie a une balance commerciale positive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si la balance commerciale de l'Union européenne est positive avec la Chine. C'est qu'elle n'est pas pour l'instant. Nous avons une monnaie commune, donc la balance commerciale qui m'intéresse doit être celle de l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. Alors là, nous avons un sacré problème et nous devons essayer de redresser la situation en pensant à l'avenir, quelles sont les prémices d'une politique industrielle des années 2030-2035. Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Au sujet de la guerre en Ukraine, en visite officielle à Pékin, Vladimir Poutine s'est dit reconnaissant envers la Chine pour ses initiatives de paix et a reproché à demi-mot les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine. Il a en effet l'impression que la Chine est plutôt dans son camp. Est-ce que c'est vrai que l'Union européenne n'a pas de partenaire géopolitique en la Chine ? Ça c'est pas vrai totalement, parce que la Chine joue un peu dans le camp. Non? C'est plus ou moins... Il livre des armes à la Russie pour l'instant. Bien sûr. On sait bien ça. Mais c'est la même chose que la Turquie a fait, non? Un pays de l'OTAN qui était le seul à avoir le pouvoir pour négocier vraiment. Et la Turquie, pour retourner aux politiques de l'Union européenne, est en train de produire plus d'acier que l'Allemagne. Parce que les politiques de la transition de l'Union européenne
pénalise la production en Italie, en Europe, et ça donne des avantages à la Turquie, aux pays qui sont dehors de l'Union européenne, et la Chine, bien sûr, plus. Et on n'a pas parlé des matières premières. Est-ce qu'on doit envisager des sanctions économiques contre la Chine si le régime continue à être le principal soutien de l'effort de guerre de la Russie? Dire des mots grossiers à la Chine, ça ne sert à rien. La menacer, ça ne sert à rien. Il faut montrer notre force et notre union face à la Chine et aussi face à la Russie. Vous venez notamment de parler de la Turquie. Pourquoi est-ce que la Turquie reste un partenaire de la Russie? Parce que la Turquie avait osé descendre un avion russe qui avait violé l'espace aérien turc. Alors tout le monde disait c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Ce n'était pas le début de la Troisième Guerre mondiale, c'est le début du respect d'Erdogan par Poutine. Parce que lui, là, au moins, il avait en face de lui quelqu'un qui a osé. Alors pourquoi est-ce que la Russie ose? Parce que nous n'osons pas. Nous devons réformer les traités, donner un mécanisme décisionnel à l'Union européenne digne de ce nom, nous permettant de renforcer la cohésion à l'intérieur de l'Union européenne et aussi d'affirmer notre position dans le reste du monde, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et là, vous ne serez pas d'accord là-dessus, je pense. Vous n'êtes pas d'accord sur la guerre en Ukraine, je pense. Non, sur la guerre en Ukraine, on a soutenu la Commission, on a voté pour toutes les résolutions à Rome. Et oui, c'est vrai, à Rome et à Bruxelles, sans problème. Mais c'est la Commission qui a refusé de faire les choses par lesquelles a déjà le rôle pour le faire. On n'a pas travaillé sur la politique commerciale. Au niveau des affaires étrangères... C'est la Ligue qui nous dit que l'Europe n'est pas assez forte. Les États membres sont tenus par le respect de la règle de l'unanimité qu'on est impuissant face aux problèmes dans le monde. Si c'était seulement le Parlement européen, on serait gagnant sur toute la ligne. Et je rappelle au passage qu'au Parlement européen, il est plus facile d'obtenir une décision parce qu'elle est majoritaire, alors qu'au Conseil, il faut que les 27 soient d'accord. Il faut laisser derrière nous cet anachronisme notoire. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur les rapports très ambigus entre l'Union européenne et la Chine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations.